J'avais fixé mon départ au lundi 1er août. Au soir du 31 juillet, je m'installais dans le salon pour attendre le retour de Yuzu. Je me demandais combien de temps il lui faudrait pour prendre conscience de la réalité, pour se rendre compte que j'étais parti pour de bon et que je ne reviendrais jamais. Son séjour en France, quoi qu'il en soit, était directement conditionné par les 2 mois de préavis de la location de l'appartement. Je ne savais pas au juste quel pouvait être son salaire à la Maison de la Culture du Japon, mais il ne suffirait certainement pas à couvrir la location, et je l'imaginais mal acceptant de se retrouver dans un studio minable. Il lui faudrait déjà se débarrasser des 3/4 de ses vêtements et de ses produits de beauté. Le dressing et la salle de bain de la suite parentale avaient beau être vastes, elle avait réussi à remplir chacun des rangements à ras-bord. Le nombre d'objets qui lui étaient indispensables pour maintenir son statut de femme était proprement sidérant. Les femmes l'ignorent en général, mais c'est une chose qui déplaît aux hommes, qui les écœure même, qui finit par leur donner la sensation d'avoir acquis un produit frelaté, dont la beauté ne parvient à se maintenir que par d'infinis artifices. Artifices que l'on en vient vite, quelle que soit l'indulgence initiale que peut manifester un macho pour les travers féminins répertoriés, à tenir pour immoraux. Et le fait est qu'elle passait un temps incroyable dans la salle de bain. J'avais pu m'en rendre compte lors de nos vacances communes. Entre la toilette du matin aux alentours de midi, la réfection un peu plus sommaire du milieu de l'après-midi et l'interminable et exaspérant cérémonial de son bain du soir. Elle m'avait confié un jour employer 18 crèmes et lotions différentes. J'avais calculé qu'elle y consacrait 6 heures quotidiennes et c'était d'autant plus déplaisant que toutes les femmes n'étaient pas ainsi. Il y avait les contre-exemples et je fus traversé par un élan de tristesse déchirant en repensant à la châtain d'Al-Alkian, à son minuscule bagage. Certaines femmes donnent l'impression d'être plus naturelles, plus naturellement accordées au monde, parfois même parviennent à feindre l'indifférence à l'égard de leur propre beauté. Bien entendu, il s'agit d'une rouerie supplémentaire, mais en pratique le résultat est là. Camille, par exemple, passait au maximum une demi-heure par jour dans notre salle de bain, et j'étais sûr qu'il en aurait été de même pour la châtain d'Al-Alkian. Dans l'incapacité de payer son loyer, Yuzu serait donc condamnée à retourner au Japon, à moins peut-être qu'elle ne décide de se prostituer. Elle avait certaines des capacités nécessaires. Ses prestations sexuelles étaient d'un très bon niveau, en particulier dans le domaine crucial de la pipe. Elle léchait le gland avec application, sans jamais perdre de vue l'existence des couilles. Elle avait juste une lacune pour ce qui était de la gorge profonde, en raison de la petite taille de sa bouche. Mais la gorge profonde n'était à mes yeux qu'une obsession de maniaque minoritaire. Si l'on veut que sa bite soit entièrement entourée de chair, eh bien il y a tout simplement la chatte. Elle est faite pour ça. La supériorité de la bouche, qui est la langue, se voit de toute façon annulée dans l'univers clos de la gorge profonde, où la langue est ipso facto privée de toute possibilité d'action. Enfin, ne polémiquons pas, mais le fait est que Yuzu branlait bien et qu'elle le faisait volontiers. En toutes circonstances, combien de mes voyages en avion n'avaient-ils pas été embellis par ces surprenantes branlettes, et surtout qu'elle était exceptionnellement douée dans le domaine de l'anal. Son cul était réceptif et d'accès aisé. Elle l'offrait d'ailleurs dans une parfaite bonne volonté. Or, l'anal, dans le domaine de l'escorting, se voit toujours appliquer un supplément tarifaire. Elle pourrait même en réalité demander beaucoup plus qu'une simple pute avec anal. Je situais son tarif probable autour de 700 € heure et 5000 € nuit. Sa réelle élégance, son niveau de culture limité mais suffisant, pouvait faire d'elle une authentique escort. Une femme que l'on amènerait sans difficulté dans un dîner, et même dans un important dîner d'affaires, sans parler de ses fonctions artistiques, source d'appréciables conversations. Les milieux d'affaires, on le sait, sont friands de conversations artistiques. Et d'ailleurs, je savais que certains de mes collègues de travail m'avaient soupçonné d'être avec Yuzu précisément pour ces raisons. Une japonaise de toute façon, c'est toujours un peu classe, pratiquement par définition. Mais elle était, je pouvais le dire sans fausse modestie, une japonaise particulièrement classe. Je savais qu'on m'avait admiré pour cela, mais pourtant je l'atteste, et croyez-moi, je suis proche de la fin. L'envie de mentir m'a définitivement déserté. Ce ne furent pas ses qualités d'escort haut de gamme qui me firent méprendre de Yuzu, mais bel et bien ses aptitudes de pute ordinaire. Au fond, pourtant, Yuzu pute, je n'y croyais guère.
J'avais fréquenté beaucoup de putes, tantôt seul, tantôt avec les femmes qui avaient partagé ma vie, et il manquait à Usu la qualité essentielle de ce merveilleux métier. La générosité. Une pute ne choisit pas ses clients, c'est le principe, c'est l'axiome. Elle donne du plaisir à tous, sans distinction, et c'est par là qu'elle accède à la grandeur. Usu avait certes pu être le centre de gangbang, mais il s'agit là d'une situation particulière où c'est la multiplicité des bits mis à son service qui plonge la femme dans un état d'ivresse narcissique, le plus excitant étant sans doute d'être entouré d'hommes qui se branlent en attendant leur tour. Enfin, je renvoie au livre de Catherine Millet, décisif sur ce point. Toujours est-il que Usu, en dehors des gangbangs, choisissait ses amants. Elle les choisissait avec soin. J'en avais rencontré quelques-uns. Il s'agissait en général d'artistes. Mais pas tellement d'artistes maudits, plutôt l'inverse en réalité. Parfois de décideurs culturels, en tout cas des gens plutôt jeunes, plutôt beaux, plutôt élégants et plutôt riches, ce qui représente pas mal de monde dans une ville comme Paris. Il y a en permanence quelques milliers d'hommes qui correspondent à ce portrait robot. Je dirais 15 000 pour fixer un chiffre, mais elle en avait eu moins, sans doute quelques centaines et quelques dizaines pendant le temps qu'avait duré notre relation. Enfin, on peut quand même dire qu'elle s'était bien éclatée en France. Mais maintenant, c'était fini. La fête était finie. Jamais, pendant tout le temps de notre relation, elle n'était retournée au Japon, ni n'avait envisagé de le faire. J'avais assisté à certaines de ses conversations téléphoniques avec ses parents. Elle m'était apparue formelle et froide, en tout cas brève. C'était au moins une dépense qu'on ne pouvait pas lui reprocher. Je soupçonnais, non qu'elle s'en soit ouverte à moi, mais la vérité avait filtré au cours de dîner que nous organisions au début de notre relation, du temps où nous envisagions encore d'avoir des amis, de nous insérer dans un réseau social raffiné, chaleureux et exigeant. La vérité avait filtré parce que d'autres femmes, qu'elle considérait comme appartenant au même milieu qu'elle, des créatrices de mode par exemple ou des talents scouts, étaient présentes. Et la présence de ces femmes était sans doute nécessaire à ces élans de confession. Je soupçonnais donc que ses parents, du fond de leur incertain Japon, nourrissaient pour elle des projets matrimoniaux et même des projets matrimoniaux extrêmement précis. Il n'y avait, semblait-il, que 2 prétendants possibles et peut-être même seulement un, et qu'il lui serait, dès qu'elle se retrouverait à nouveau sur leur coupe, extrêmement difficile de s'y soustraire, voire au fond franchement impossible, sauf à créer du kanjei et à se retrouver dans une situation d'iroku. Là, j'invente un peu les mots, enfin pas tout à fait. Je me souviens de combinaisons de sonorités lors des conversations téléphoniques. En bref, son destin était scellé dès qu'elle poserait les pieds à l'aéroport international de Tokyo Narita. C'est la vie. Il est peut-être nécessaire à ce stade que je donne quelques éclaircissements sur l'amour, plutôt destiné aux femmes, car les femmes comprennent mal ce qu'est l'amour chez les hommes. Elles sont constamment déconcertées par leur attitude et leur comportement, et on arrive quelquefois à cette conclusion erronée que les hommes sont incapables d'aimer. Elles perçoivent rarement que ce même mot d'amour recouvre, chez l'homme et chez la femme, 2 réalités radicalement différentes. Chez la femme, l'amour est une puissance génératrice, tectonique. L'amour, quand il se manifeste chez la femme, est un des phénomènes naturels les plus imposants dont la nature puisse nous offrir le spectacle. Il est à considérer avec crainte. C'est une puissance créatrice du même ordre qu'un tremblement de terre ou un bouleversement climatique. Il est à l'origine d'un autre écosystème, d'un autre environnement, d'un autre univers. Par son amour, la femme crée un monde nouveau, de petits êtres isolés barbotés dans une existence incertaine. Et voici que la femme crée les conditions d'existence d'un couple, d'une entité sociale, sentimentale et génétique nouvelle, dont la vocation est bel et bien d'éliminer toute trace des individus préexistants. Cette nouvelle entité est déjà parfaite en son essence. Comme l'avait aperçu Platon, elle peut parfois se complexifier en famille, mais c'est presque un détail. Contrairement à ce que pensait Schopenhauer, la femme en tout cas se voue entièrement à cette tâche. Elle s'y abîme, elle s'y voue corps et âme comme on dit. Et d'ailleurs, elle ne fait pas tellement la différence. Cette différence entre corps et âme n'est pour elle qu'un ergotage masculin sans conséquence. À cette tâche qui n'en est pas une, car elle n'est que manifestation pure d'un instinct vital, elle sacrifierait sans hésiter sa vie. L'homme au départ est plus réservé. Il admire et respecte ce déchaînement émotionnel sans pleinement le comprendre. Il lui paraît un peu étrange de faire tant d'histoires,
mais peu à peu il se transforme. Il est peu à peu aspiré par le vortex de passion et de plaisir créé par la femme. Plus exactement, il reconnaît la volonté de la femme. Sa volonté inconditionnelle et pure. Et il comprend que cette volonté, même si l'hommage de pénétration vaginale fréquente et de préférence quotidienne est exigé par la femme, car elles sont la condition ordinaire de sa manifestation, est une volonté en soi absolument bonne, où le phallus, noyau de son être, change de statut, car il devient également la condition de possibilité de manifestation de l'amour. L'homme ne dispose en guère d'autres moyens, et par cet étrange détour, le bonheur du phallus devient un but en soi pour la femme, un but qui ne tolère guère de restrictions dans les moyens employés. Peu à peu, l'immense plaisir donné par la femme modifie l'homme. Il en conçoit reconnaissance et admiration. Sa vision du monde s'en voit transformée. De manière à ses yeux imprévus, il accède à la dimension kantienne du respect. Et peu à peu, il en vient à envisager le monde d'une autre manière. La vie sans femme, et même précisément sans cette femme qui lui donne tant de plaisir, devient véritablement impossible, et comme la caricature d'une vie. À ce moment, l'homme se met réellement à aimer. L'amour chez l'homme est donc une fin, un accomplissement, et non pas, comme chez la femme, un début, une naissance. Voilà ce qu'il faut considérer. Il advient cependant rarement chez les hommes les plus sensibles et les plus imaginatifs que l'amour se produise dès le premier instant. Le love at first sight n'est donc pas absolument un mythe. Mais c'est alors que l'homme, par un prodigieux mouvement mental d'anticipation, a d'ores et déjà imaginé l'ensemble des plaisirs que la femme pourrait au fil des années, et jusqu'à ce que la mort, comme on dit, les sépare, lui prodiguer. Que l'homme a toujours déjà, comme l'aurait dit Heidegger en ses jours de bonne humeur, anticipé la fin glorieuse. Et c'était déjà cette infinité glorieuse de plaisirs partagés que j'avais entrevue dans le regard de Camille. Mais je reviendrai à Camille, et aussi de manière plus hasardeuse, et aussi avec un peu moins de force, mais il est vrai que j'avais 10 ans de plus, et le sexe au moment de notre rencontre avait entièrement disparu de ma vie. Il n'y avait plus sa place, j'étais déjà résigné, je n'étais déjà plus tout à fait un homme. Dans le regard trop brièvement croisé de la châtaine d'Alalkian, l'éternellement douloureuse châtaine d'Alalkian, la dernière et probablement ultime possibilité de bonheur que la vie avait placée sur ma route. Je n'avais rien ressenti de tel avec Usu. Ce n'est que peu à peu qu'elle m'avait conquis. Encore l'avait-elle fait par des moyens secondaires, ressortissant à ce qu'on appelle ordinairement la perversion. Par son impudicité surtout, par sa manière de me branler et de se branler en toutes circonstances. Pour le reste, je ne savais pas. J'avais connu de plus belles chattes. La sienne était un peu trop compliquée, trop de replis de peau. On pouvait même sous certains angles la qualifier de pendante, malgré son jeune âge. Le mieux quand j'y repensais était son cul. La disponibilité permanente de son cul, apparemment étroit mais en réalité si traitable. On se retrouvait en permanence dans une situation de choix ouvert entre les trois trous. Combien de femmes peuvent-elles en dire autant? Et en même temps, comment les considérer comme femmes, ces femmes qui ne peuvent en dire autant? On me reprochera peut-être de donner trop d'importance au sexe. Je ne le crois pas. Même si je n'ignore pas que d'autres joies prennent peu à peu sa place au cours du déroulement normal d'une vie, le sexe reste le seul moment où l'on engage personnellement et directement ses organes. Ainsi, le passage par le sexe et par un sexe intense demeure un passage obligé pour que s'opère la fusion amoureuse. Rien ne peut avoir lieu sans lui, et tout le reste, ordinairement, en découle avec douceur. Il y a de surcroît autre chose, c'est que le sexe demeure un moment dangereux, le moment par excellence où on intéresse la partie. Je ne parle pas spécialement du sida, encore que le risque de mort puisse constituer un piment vrai, mais plutôt de la procréation. Danger en soi beaucoup plus grave. J'avais pour ma part, dès que possible, renoncé à utiliser les préservatifs lors de chacune de mes relations. À vrai dire, l'absence de préservatif était devenue une condition nécessaire de mon désir, où la peur d'engendrer figurait pour une part notable. Et je savais bien que si par malheur l'humanité occidentale en venait à séparer effectivement la procréation du sexe, comme le projet lui en venait parfois, elle condamnerait du même coup non seulement la procréation, mais également le sexe, et se condamnerait elle-même par un identique mouvement. Cela, les catholiques identitaires l'avaient bien senti.
même si leur position comportait par ailleurs d'étranges aberrations éthiques, comme leur réticence sur d'aussi innocentes pratiques que le triolisme ou la sodomie. Mais je m'égarais peu à peu à force de boire des verres de cognac en attendant Usu, qui n'était de toute façon nullement catholique, et encore moins catholique identitaire. Il était déjà 22 heures. Je n'allais pas y passer la nuit. Partir sans la revoir m'ennuyait quand même un peu. Je me fis un sandwich au thon pour patienter. J'avais terminé le cognac, mais il restait une bouteille de Calvados. Ma réflexion s'approfondit peu à peu grâce au Calvados. Le Calvados est un alcool puissant, profond et injustement ignoré. Certes, les infidélités, et pour employer un terme faible, de Usu m'avaient peiné. Ma vanité virile en avait souffert, et surtout j'avais été envahi par un doute. Aimaient-elles toutes les bites à l'égal de la mienne? Voilà la question que les hommes, classiquement, se posent en ces moments. Et moi aussi je me l'étais posée, avant hélas de conclure par l'affirmative. Il est vrai que notre amour en avait été souillé, et que les compliments à l'égard de ma bite qui me causaient tant d'orgueil au début de notre relation, taille confortable sans être excessive, endurance exceptionnelle, je les voyais maintenant d'un autre œil. J'y voyais la manifestation d'un jugement froidement objectif, résultat d'une fréquentation suivie de multiples bites, plutôt que l'illusion lyrique émanant de l'esprit échauffé d'une femme amoureuse. Ce que j'aurais, je l'avoue bien humblement, préféré. Je ne nourrissais aucune ambition particulière à l'égard de ma bite. Il suffisait qu'on l'aime, et je l'aimerais moi aussi. Voilà où j'en étais, par rapport à ma bite. Ce n'était pas là pourtant que mon amour pour elle s'était définitivement éteint, mais en une circonstance apparemment plus anodine, et quoi qu'il en soit plus brève. Notre échange verbal n'avait pas duré plus qu'une minute, et il avait immédiatement suivi une des conférences téléphoniques bimensuelles que Usu tenait avec ses parents. Elle y avait évoqué, je ne pouvais m'y tromper, son retour au Japon. Et naturellement, je l'interrogeais là-dessus. Mais sa réponse se voulut rassurante. Ce retour n'aurait lieu que dans pas mal de temps. Et de toute façon, je n'aurais pas à m'en préoccuper. C'est alors que je compris, en une fraction de seconde, je compris. Une espèce d'immense éclat blanc anéantit en moi toute conscience claire. Puis je revins à un état plus normal et me livrai à un bref interrogatoire qui confirma immédiatement mon soupçon essentiel. Elle avait déjà programmé, dans un plan de vie idéal, son retour au Japon. Mais ce serait dans une vingtaine d'années ou peut-être une trentaine. Ce serait pour être précis immédiatement après ma mort. Elle avait donc déjà programmé ma mort dans son plan de vie futur. Elle l'avait prise en compte. Ma réaction était sans doute irrationnelle. Elle avait 20 ans de moins que moi, tout laissait à penser qu'elle allait me survivre, et même largement. Mais c'est là une chose justement que l'amour inconditionnel vise à ignorer, et même franchement à nier. L'amour inconditionnel s'est construit sur cette impossibilité, cette négation, et qu'elle soit validée par la foi en Christ ou par la croyance dans le programme d'immortalité Google, n'intervient à ce stade que fort peu. Dans l'amour inconditionnel, l'être aimé ne peut pas mourir. Il est par définition immortel. Le réalisme de Usu était l'autre nom d'une absence d'amour. Et cette infirmité, cette absence avait un caractère définitif. Elle venait, en une fraction de seconde, de sortir du cadre de l'amour romantique inconditionnel pour entrer dans celui de l'arrangement. Et dès ce moment, je sus que c'était fini. Notre relation était terminée, et même il valait mieux maintenant qu'elle s'achève au plus vite, parce que je n'aurais plus jamais l'impression d'avoir à mes côtés une femme, mais une sorte d'araignée, une araignée qui se repaissait de mon fluide vital et qui demeurait pourtant en apparence une femme. Elle avait des seins, elle avait un cul, que j'ai déjà eu l'occasion de louer, et même une chatte sur laquelle j'ai exprimé certaines réserves. Mais rien de tout cela ne comptait plus. À mes yeux, elle était devenue une araignée piqueuse et venimeuse qui m'injectait jour après jour un fluide paralysant et mortel. Il importait qu'elle sorte le plus tôt possible de ma vie. La bouteille de Calvados était elle aussi terminée. Il était plus de 23 heures. Partir sans l'avoir revue était peut-être la meilleure solution en fin de compte. Je marchai jusqu'à la baie vitrée. Un bateau-mouche, sans doute le dernier de la journée, effectuait son demi-tour à la pointe de l'île aux Cygnes. C'est alors que je me rendis compte que je l'oublierais.